Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FOM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de collectivité territoriale, de politique publique, de yoga peut-être, de transformation, de management, de leadership. Vous êtes sur Zitata, restez là. FOM, épisode 192, c'est parti. FOM, 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 FOM. Femme, 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 femme. Femme, alors cette fois-là, j'ai pas vu de dame danser. Généralement, on danse pendant le générique. Yo pas qu'à danser belay, pas qu'à danser belay, mesdames. Oui. Ah, quand même, qui c'est qui danse le belay? Arlette qui a fait toute bagaille. Arlette qui a fait tai chi, belay. Qui c'est qui danse belay? Moi, je danse un petit peu, mais normalement, j'ai le belay dans le sang. Je suis de Sainte-Marie. Ah ouais, donc comme elle a le belay dans le sang, elle ne démontre pas le belay. Donc le belay danse dans son corps, mais elle ne danse pas le belay. Donc j'ai 4 dames avec moi cet après-midi, comme d'habitude des femmes, pour parler d'un livre qu'elles ont écrit à 4 mains, artisanes de la transformation au cœur de nos organisations, de nos territoires et ailleurs. On va faire un tour de table comme d'habitude. Il y a donc avec moi Claude Ambroise, sous les applaudissements des autres, bien entendu. Oh, merci. Il y a avec moi, à côté de Claude, il y a la dame en V, on va l'appeler comme ça, pour David en régie. Jacqueline Bruyant-Kerbel, sous les applaudissements, bien entendu. Il y a en face de Jacqueline, il y a André Grouma, sous les applaudissements. Et puis la dame qui nous a dit qu'elle dansait le belay, et dont on sait qu'elle danse très bien le belay, il y a Arlette Pujard. Bonjour Arlette, bonjour Claude, bonjour Jacqueline et bonjour André. Comment allez-vous, mesdames? Bonjour, ça va? Très bien. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce merveilleux livre que vous avez écrit ensemble et qu'on va découvrir, mais on fait le tour de table. Qui se présente d'abord? Jacqueline. D'accord. Honneur ouvert. L'espoir. Jacqueline Bruyant-Kerbel, donc je suis jeune retraitée de la fonction publique territoriale, ex-DGS de l'Espace Sud. Oui. Donc j'ai 63 ans. Je suis mère de 2 enfants et grand-mère d'une petite fille. Voilà, donc on sent que tu es heureuse. C'est pour ça que dès lors, tu mets du vert. tu vas nous dire donc, tout ce que tu as fait et pourquoi peut-être ça peut être aussi cette retraite nouvelle, aussi un nouvel espace d'expression peut-être, après une vie bien remplie au service de la collectivité et des autres sûrement. Claude Ambroise, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Claude Ambroise, je suis cadre territoriale, directrice générale des services dans une ville, la ville de Rivière-Salée, et puis mère de 3 enfants, et martiniquaise dans l'âme. Voilà. Et puis, depuis peu, auteur. Autrice, oui, j'aime bien. Tu préfères dire autrice? Oui, j'aime bien. Ouais, c'est plus joli. C'est J'aime plus bien joli, féminiser. On a Ok. tellement utilisé le masculin. Oui. Voilà, on revendique un petit peu de féminin. Moi, j'aime bien dire auteureux. Mais bon, allez, autrice, pas de problème. Et puis, présidente de l'association martiniquaise des cadres territoriaux aussi. Oui, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est tout nouveau, ça. Tout à fait. Oui. Et vous avez eu votre première AG? Oui, notre première réunion s'est tenue mercredi 2 avril. Oui. Voilà, à 17h30 au Crédit Agricole. D'accord. Et donc, maman, cadre, présidente, tu as oublié quelque chose? Ah, pour l'instant, non. Pour l'instant. En face, il y a Arlette Pujard. Arlette, comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je dirais que je suis comédienne, Oui. avant tout, artiste collagiste, Oui. coach professionnel certifié. Artiste? Collagiste, C'est quoi, collagiste? c'est la technique du papier. Wow! Vous Papier, connaissez? école, Oui, vous la bah connaissez oui, bien, voilà. Papier, œuvres, école, hein. Et elle uniquement. fait les choses... Oui. Donc, c'est transition écologique, puisqu'on ne gaspille rien. On récupère Super. des journaux, simplement, Mhm. et on les découpe et on illustre selon sa créativité. D'accord. Et c'est un passe-temps que j'adore. Et comédienne? Comédienne. Oui. Artiste, donc j'ai dit artiste collagiste déjà. Auteur, et puis, autrice? auteur, oui. Oui. Coach professionnel certifié. Oui. Et accessoirement, directrice du CNFPT. Je pense que ton Ils vont apprécier, tes boss vont apprécier, ton boss va Président du apprécier. CNFPT, Accessoirement, Quand je vais du CNFPT. Centre national de la fonction publique territoriale. Oui, et puis tu es aussi membre d'une association, l'âme, qu'on Oui. connaît, les auteurs de Martinique. Tu es secrétaire?
Oui. Voilà, tu es secrétaire. Tu as plein d'activités, plein de responsabilités. Je suis un petit peu hyperactive, comme on dit. C'est vrai, tu es hyper active. Et tu es docteur aussi. Tu as fait une thèse sur quoi? Rappelle-nous. Sur le foncier. Sur le foncier. Analyse critique de la gestion du foncier. D'accord, À Martinique. très bien. Et tu es né ici, Alain? Je suis née à Martinique Tu es née à et je me Martinique. revendique au Terre-Saint-Ville. Ah, très bien, Même oui. si toute mon enfance, je l'ai Et puis tu as passée écrit de à fabuleux Marseille. ouvrages aussi, Lycée Schellcher, Vinivande, voilà. et Suzanne. Et Suzanne, tout à fait. On va donner la parole à ta collègue André Grouma. André, Oui. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ben moi, je m'appelle André Grouma, je suis femme martiniquaise, Oui. je suis cadre territorial à la CACEM, Oui. coach certifié, et puis je suis de plus en plus, mais vraiment, vraiment de plus en plus, je me sens en tout cas artiste plasticienne, Oui. d'autant plus que je suis dans la perspective d'un départ à la retraite, j'espère l'année prochaine. Oui. Et j'avoue que j'ai hâte de pouvoir me consacrer entièrement À cela, à l'art. à l'art. Oui. Et donc, Arlette nous a initié à cette, enfin, en tout cas au mot, hein, artiste collagiste. Toi, tu es dans tu as une spécialité. Alors, je fais de la peinture, de l'acrylique, mais Oui. aussi beaucoup de dessin. Oui. Tu À fais de l'encre l'aquarelle de aussi un petit Chine. peu? Non. Non, Dessin. dessin à l'encre de Chine. Et ce que j'envisage, ce que j'aimerais, c'est faire de l'art coaching, Oui. c'est-à-dire utiliser ma compétence de coach, parce que Oui. je suis coach certifié, utiliser ma compétence de coach pour, avec comme outil les arts plastiques pour accompagner les personnes qui sont en questionnement par D'accord. rapport à... Et vous avez la même certification de coach? Oui. Oui, tout Oui, est nous avons Oui, fait- oui, oui. Puisque, Nous en avons fait, fait la même puisque formation. vous avez fait une formation, Ouais. et cette formation a débouché sur ce livre-là, où vous a été l'occasion de faire ce livre. Oui. Ben, en Ça a fait, oui, débouché là, ça a dessus. débouché sur ce livre-là. Ça nous a paru la suite logique, hein, Oui. parce que bon, on est toutes les quatre habitées par l'envie de transmettre. Donc, ça a débouché automatiquement. C'était une des manières de transmettre, c'était d'écrire ce livre. D'accord. C'est quoi coach? Une définition de coach. Alors vous, c'est le leadership du vivant, c'est certifié. Mais c'est quoi un coach? Un coach, c'est quoi un coach? Est-ce que c'est un manager? C'est quoi? Non, un coach, pour moi, c'est quelqu'un qui accompagne, Oui. qui accompagne un manager, un chef d'entreprise à optimiser, pour moi, optimiser son potentiel. Oui. Claude? Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis cet accompagnement se fait au travers de questionnements. Oui. Donc permettre à l'autre de trouver ses propres ressources. Mhm. On n'est pas du tout dans le conseil, c'est pas du consulting. Oui, oui. Donc c'est identifier ses propres ressources et puis porter un regard un peu différent sur la situation qu'il vit. C'est quoi? C'est un peu de maïeutique. Un maïeuticien, c'est quelqu'un qui fait émerger les choses qui sont à l'extérieur, qui fait sortir ce qui C'est tout à fait, c'est ça. tout à fait le terme. Oui, J'aime c'est ça. bien. Maïeuticien, c'est ça. Maïeuticienne. Oui, en parce le- que en fait, Maïeuticienne, ouais. Vous êtes des accoucheuses de l'identité de vos interlocuteurs et interlocutrices. Et alors, c'est quoi les défis? Mais vous en parlez hein, dans ce livre, Artisane de la transformation. En fait, on est au cœur des organisations, les collectivités publiques, où vous avez fait carrière, pour certaines qui habillent en vert, suivez mon regard, donc qui en sont sorties. Donc, il y a des défis. Les défis, c'est quoi? Comment on peut qualifier les défis de managers comme vous, de leaders, enfin, qui avez eu à exercer, je l'imagine que vous le faites de mieux en mieux, puisque vous avez fait la certification, le leadership dans ces organisations. C'est quoi les enjeux? On commence par qui? moi, je Oui. peux dire que, en fait, Un tout petit peu plus fort, André, s'il te plaît. Oui. J'ai un petit peu mal. Elle a mal à la gorge. Quand on aborde le métier de manager, on est formé sur des techniques de façon à pouvoir guider une équipe. Oui. Alors que ce que le coaching nous a apporté en plus, c'est l'idée que on pouvait manager autrement. Oui. C'est une nouvelle vision du management, mais c'est un management qui passe par sa propre transformation. Oui, vous le dites beaucoup dans le Oui, livre, oui, oui. mais alors, j'ai envie de dire, avant le management à l'ancienne, c'était quoi? Le management à l'ancienne, c'est L'autoritarisme. c'est l'autoritarisme, le paternalisme, l'autorité Voilà. traditionnelle, La hiérarchie, c'est descendant. Oui, Voilà. et puis surtout, le chef sait tout. Oui. Le chef dit. Oui. A Et toujours donc, raison. Il a et a raison toujours, surtout. a toujours raison. Il est Et donc, infaillible. inversement, on attend beaucoup du chef. Oui.
alors que finalement, on est beaucoup plus, nous pouvons avoir beaucoup plus de potentiel lorsque on permet aux autres de faire émerger leurs propres idées, initiatives, et qu'on les accompagne de manière... Et ce faisant, le chef se libère lui-même, le manager, c'est ça aussi. Oui, moi j'ai envie d'ajouter que le leader coach, c'est celui qui arrive à faire briller ses équipes en se mettant en retrait. On appelle ça en position méta. En position méta. Voilà. D'accord. Et il permet donc à ses collaborateurs d'exister déjà et de faire valoir leur talent. Oui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, mais l'autre, donc ça c'est une idée qui est effectivement, à mon avis, qui est essentielle dans le management innovant et donc le leadership du vivant que vous pratiquez. Mais il y a aussi l'autre idée. On attend beaucoup de lui, mais lui attend beaucoup de lui-même. Il se met la pression, il fait du burn-out, il est malade, il oublie de respirer. Vous avez eu à gérer, vous. Est-ce que vous avez eu... Parlez-nous de ces expériences un petit peu douloureuses, traumatisantes pour vous. Peut-être Jacqueline? Alors, en fait, ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'on a fait, effectivement, quand on a décidé de faire cette formation, au départ, on avait chacune des objectifs par rapport à cette formation. Parce que, justement, on se sentait pas bien dans nos métiers. On sentait le besoin d'aller explorer, de voir s'il y avait possibilité de faire autrement notre travail de manager, et même, pour certains d'entre nous, avec l'idée de quitter cette fonction de manager et de faire autre chose. Et quand on a commencé la formation, on a découvert justement le leadership du vivant, et on s'est dit, ces outils-là, ces compétences du coach, ça pourrait être intéressant de les utiliser pour mieux faire nos métiers. Oui. Et ça nous a permis, en fait, moi, personnellement, ça m'a permis de continuer à faire ce métier et à le faire de manière plus sereine, avec moins de pression. Il y a eu des burn-out, vous avez fait, Claude, tu as fait non? Alors, non. Pas professionnel, parce que je pense que j'ai essayé à chaque fois de rechercher, soit par le yoga, soit par des accompagnements, c'est comme ça que je suis arrivée aussi à la formation, des alternatives pour ne pas arriver jusqu'au moment, du burn-out, mais c'est vrai que, en tout cas, je l'ai beaucoup identifié dans les collectivités, y compris parfois dans nos équipes. Et à accompagner, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on met en place au commencement pour pouvoir mettre les conditions d'éviter finalement cette situation. Avant de prendre votre témoignage, donc page 22, donc artisane de la transformation, donc vous avez compris, André Groumard, Lette Pujard, Claude Ambroise et Jacqueline Bruyant-Kerbel qui sont avec nous aujourd'hui, sont co-auteurs donc, de ce livre vraiment exceptionnel. Page 22, le chemin du cadre territorial est souvent empreint de larmes, de dons ignorés, de choix cornéliens ou de renoncements et de regrets. Waouh! J'ai marqué cette page. C'est infernal, quoi. Mais ça, c'est une espèce de, si tu veux, c'est une confession de mal-être, de traumatisme qui pousse effectivement au burn-out, qui peut pousser à plus. Il y a des gens qui se suicident dans les organisations. Exactement. Ça, c'est votre expérience, André, c'est ton expérience? Moi, j'ai vécu l'expérience du burn-out. Oui. Et c'est vrai que la formation est tombée à un moment où j'étais en plein dedans. Oui. Et je peux dire que cette formation, elle m'a sauvée parce que j'ai trouvé plein de réponses et j'ai compris que, en fait, je répondais à des injonctions. Parfois contradictoires, on peut le dire aussi. Oui. Paradoxales. Oui. Que j'étais dans le il faut réussir, alors que la formation m'a démontré que faire des erreurs, ça pouvait être salutaire. Oui. Et je crois que, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on ne sort pas vraiment du burn-out. Ah oui. Parce que ce sont des blessures qui sont profondes et qui se maintiennent. Alors, on essaye, parce qu'on est femme, on est martiniquaise, etc. On est fière. Mais ça peut être... on peut aller très, très loin dans une démarche... d'autodestruction. Voilà, tout à fait. Arlette, tu as eu à connaître Moi, ça? je dirais que c'est plus l'usure professionnelle que j'ai connue, en ayant le sentiment d'être dans une spirale infernale. On fait, on passe d'un projet à un autre, d'un dossier à un autre, sans s'apercevoir qu'un jour, le corps ne suit plus. Voilà. Et là, c'est
c'est un échec personnel, on le vit comme un échec personnel, or ça ne devrait pas être un échec personnel, au contraire. Et pour s'en sortir, il faut changer de métier. Parce qu'au cœur de votre activité, mesdames, vous êtes au service du public, vous êtes dans des collectivités publiques, la CACEM ou l'Espace Sud, ou bien la mairie, ou bien le CNFPT, je dis que très rarement, désolé, le CNFPT, donc qui est au service de toutes les collectivités, parce que c'est de la formation en fait. Et donc, il y a une notion qui est au centre de votre engagement professionnel, à moins que vous disiez, bon, maman, que moi, qu'à point l'agent, et puis mon fils, ça, mon fonctionnaire. Service public. Oui, les gens vous attendent, vous êtes au service du public. Donc, il y a une fois l'injonction, effectivement, il faut rendre service, mais vous n'êtes pas seul. Et vous en parlez, on est dans un environnement qui est un environnement culturel, avec aussi des blessures, des traumatismes ancrés qui font que la posture de manager est extrêmement périlleuse, difficile et compliquée pour vous, et notamment en tant que femme. Je vais retrouver, mais c'est vrai, non? Est-ce que vous avez eu le fait, par exemple, Claude, d'être une femme dans des services où il y a le top management serait peut-être que des hommes, et puis vous avez affaire aux politiques aussi. On va y revenir tout à l'heure. Mais c'est compliqué, ça. Oui. Et je cherche le temps, je te donne la parole, parce que je cherche le moment où... Une femme, parfois une jeune femme aussi, parce que j'ai commencé par du management, passer le concours d'attaché territorial. Bon, pas forcément en situation de management, c'était mon cas. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que je me suis retrouvée avec des collaboratrices et collaborateurs qui étaient plus âgés que moi. En plus, parfois, management intergénérationnel, c'est compliqué, Donc, vraiment, la question se posait de, comment on arrive à incarner finalement la fonction et ce qu'on qu'on attendait de moi à l'époque. Et c'est ça qui, par contre, a effectivement été la cause de parler de larmes, je l'ai exprimé par ailleurs, du fait que, émotionnellement, on est assez... à fleur de peau. Et pour pouvoir gérer ça, on a besoin de trouver des ressources, s'appuyer sur des ressources parfois extérieures. Alors, vous dites, nous rêvons d'une véritable révolution mentale afin de transformer des méthodes de management dans le but de parvenir à travailler autrement. Ça, c'est une chose, mais je voulais revenir un petit peu à ce contexte culturel, historique, sociologique, qui fait que on ne peut pas manager en Martinique comme on manage aux États-Unis, comme on manage au Sénégal ou comme on manage peut-être dans la Creuse ou en région parisienne. Et ça, c'est page 25. Et puis, donc 25, un management qui porte le poids de notre histoire, c'est ce que vous dites. Vous rappelez notamment la diffusion de documentaires Les Derniers Mètres de la Martinique, le 6 février 2009. Vous parlez de ces rapports sociaux blancs, noirs, béquets, noirs, hérités de l'histoire. Ainsi, page 26, ainsi de façon plus ou moins consciente, il est difficile aujourd'hui encore de ne pas voir le supérieur hiérarchique autrement que comme le petit nègre, comme moi-même, qui veut me commander. Les cadres dirigeants longtemps étaient exclusivement blancs, y compris parmi les fonctionnaires des administrations délocalisées de l'État. Le management qu'ils appliquaient était essentiellement paternaliste et autoritaire. Ainsi, il était courant d'entendre certains salariés, même fonctionnaires, dire « je vais faire le travail du béquet ». On sort de ça ou pas du tout? Et comment, avec votre leadership du vivant, vous sortez de ça? Alors en fait, je dirais que ça existe encore dans nos collectivités. Je pense que c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de profond parce qu'on parle du manager, mais c'est la fonction publique. Et je dirais même c'est l'ensemble de la classe des travailleurs en Martinique. Nous sommes dans le monde du travail, nous sommes comme ça parce que comme vous avez dit, on ne manage pas de la même manière à Lille ou à Fort-de-France, parce que quand on manage avec son histoire personnelle, mais on manage également avec son histoire collective. Et nous, on connaît notre histoire collective qui est empreinte déjà de souffrance, de douleur qu'on a héritée. Et quand on se retrouve en plus femme, martiniquaise, on l'a vu à travers nos échanges qu'on a eu à peu près la même éducation, où on nous dit déjà, avec un certain nombre d'injonctions, qu'il faut être femme doubout, femme forte, potomitan. Et ça, on arrive avec ce poids-là, déjà, qu'il faut assumer, et puis il faut montrer qu'on est à sa place, on est capable. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur dont vous parlez, effectivement. Exactement. Est-ce que je ne suis pas légitime? Je ne suis pas légitime. Donc on a tout ça, on a toute cette pression, en plus, comme tu disais, on est là pour servir le public. Donc, quand on est cadre dirigeant, on dit souvent, on est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on a les élus, on a la population, et puis on a nos collaborateurs. Et vous devez apporter des réponses. Et quand ça va bien, c'est pas vous. Mais quand ça va mal,
c'est vous. Donc il y a toute cette pression, il faut pouvoir l'encaisser, et puis on n'arrête pas de vous dire qu'il faut être forte, il faut être forte. Et alors, les réponses du leadership du vivant pour ce management culturel, même intergénérationnel, c'est quoi les réponses quand on fait le coaching du leadership du vivant? Est-ce qu'il y a des réponses Moi, je dirais que nous avons appris à travailler en équipe de pairs pour partager justement nos difficultés, apprendre à s'épauler, se soutenir, parce que quand on est à un poste de responsabilité, on est avant tout seul. Et la solitude du cadre, on en parle souvent. Et cette façon de travailler en équipe de pairs est essentielle parce qu'on arrive, je vais dire à Jacqueline, à Claude et à André, voilà, j'ai telle difficulté, aidez-moi à avancer sur le dossier. Et je dépose mon intention. Et on travaille ensemble, collectivement, dessus. Oui, et c'est aussi d'ailleurs le sens de l'association des cadres territoriaux aussi. C'est partager des expériences, mutualiser aussi des réponses. Je vous propose, on va continuer la discussion. Je vous propose qu'on fasse le premier stop dans cette émission, Focus. Jacqueline, ton micro est rentré, c'est arrangé. Voilà. Alors, dans Focus, je voudrais qu'on regarde ensemble ça. On est armés! Vous cherchez quoi? Les mains en l'air! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne maison! Il a rien fait, papa! Mais c'est qu'un gosse! Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai! C'est un bon gamin. Jimmy, écoute bien attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par te demander... Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui? Alors on peut dire que vous êtes amis? C'est elle qui est morte? Pourquoi tu demandes ça? Tu crois que c'est possible qu'on parle un petit peu de ton père? J'ai rien fait, je suis innocent! Toi aussi, Eddie, t'es un père génial. Il n'est pas déclaré coupable, il est juste accusé. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait massacrer par une meuf, pauvre cassos. Tu comprends pas. Je comprends pas quoi. Tu vois pas tout ce qu'ils font. C'est un appel à l'action de la manosphère. 80% des femmes sont attirées par 20% des hommes. Alors faut les piéger parce que sinon on les aura jamais normalement. Nous, on n'a rien fait de mal. Hein? Regardez-moi dans les yeux! C'est fou, hein, les trucs que ton cerveau te fait faire quand t'es un gosse. Donc voilà, bonne annonce, coup de poing, mais je vous assure, c'est vraiment la série événement sur Netflix qui est sortie le 13 mars. C'est vraiment... Toi, tu l'as vu, je crois que vous ne l'avez pas vu. Non. Mais André, tu l'as vu, toi hein? Oui, je l'ai vu. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, c'est une série qui maintient le suspense parce qu'on a des émotions qui font des allers-retours. Et puis il y a des moments très très forts parce qu'il y a des moments d'interrogation à la fois sur c'est quoi cette jeunesse, ces adolescents qui... Moi, je me demandais, mais c'est vraiment un monde parallèle. Est-ce qu'on a les codes pour comprendre? Est-ce qu'on a les codes de communication pour entrer en interaction? Et puis, qui interroge aussi sur le rôle des parents dans le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment ce que je retiens sur cette incompréhension qu'ils ont, parce qu'ils ont, eux, ils ont leurs propres blessures à gérer, ils ont leur... on n'en tient peut-être pas suffisamment compte de ces aspects, de cet aspect-là pour juger les parents. Oui. Et c'est vraiment cette impression d'incompréhension, d'incommunication non dit, et ça débouche sur un drame, quoi, un drame affreux. Oui. Et alors d'ailleurs dans la bande-annonce, du point de vue filmique, en fait, du point de vue de l'image, c'est vraiment une prouesse parce que ce sont des plans séquences. Il y a 4 épisodes, c'est une série courte.
d'une heure. Donc les épisodes, c'est 1h53 minutes. Les épisodes, c'est chaque fois une unité de temps. Et donc, on filme les gens qui rentrent dans le champ, il y a des dézooms. Enfin, du point de vue technique, c'est exceptionnel. Avec une présence physique, forcément, des acteurs, tous les acteurs, l'enfant de 13 ans, comme Stephen Graham, qui est aussi celui qui a co-écrit, co-réalisé la série. Donc, une présence qui est vraiment très, très, très forte, avec cette impression d'urgence. Moi, je trouve une espèce de rythme. Vous êtes haletant, quoi. Donc, exceptionnel. Et puis, donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, André, la question de l'incommunication, la communication. Et pourquoi je monte cette série, je monte la bande-annonce dans Forme, parce qu'en fait, il y a une victime qui est une petite victime, qui est une victime adolescente, qui est une jeune femme, mais ça parle de la famille aussi, ça parle de, comme tu l'as dit, hein, je suis vraiment d'accord avec toi, et dans cette bande-annonce, on voit les facteurs de cette communication. Ils ont leur code. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, par exemple, 80, il explique le jeune, mais les messages sur les réseaux sociaux, c'est 80-20. 80, c'est 80% des femmes qui aiment 20% des garçons. Donc, il faut, ceux comme le garçon là, il fait partie des incels, donc les célibataires involontaires. Et donc, il y a vraiment, c'est une espèce de monde, effectivement, parallèle, je ne vois pas le mot, mais oui. Et voilà, donc vous en avez entendu parler quand même de cette série. J'ai entendu parler, mais effectivement, je n'ai pas regardé. Oui. Mais là, l'image que ça envoie, ça a l'air d'être très violent. C'est violent, mais le propos est violent. Oui, le propos est violent, c'est violent et beaucoup de souffrance et de tristesse, quoi, par rapport. La bande-annonce, hein, c'est ce que ça. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie, hein. Ah oui, Jacqueline, vraiment, c'est la vie. C'est du vivant, c'est une forme, c'est très réaliste. Claude, vous avez tous des enfants. Toi, tu as 3 enfants. J'ai 3 enfants. J'ai un qui a 20 ans et une ado. Oui. Et en fait, moi, quand je regarde ça, ce qui me vient comme mot, c'est décalage. Oui. Même s'ils sont proches de nous, même si on les a au quotidien, ce qu'ils vivent, on ne le vit pas. On n'a pas parfois les clés pour décrypter. Et surtout, si on va dans le conseil, on les perd. Alors oui, moi, à mon époque, c'était ça, il faut que tu fasses ça ira, etc. Là, il n'y a plus de communication. Comment on fait alors ? Comment on fait ? D'abord, on questionne pour permettre aussi aux jeunes de progresser dans sa propre... C'est du coaching, pour le coup. J'allais le dire, voilà. Oui. Pour le coup, même si on ne coache pas ses enfants, mais c'est vrai qu'on apprend à poser des questions ouvertes pour permettre aussi aux jeunes de cheminer par lui-même et puis partager aussi ses expériences. Mais moi, après avoir vu ce film, et aussi par ailleurs, j'ai l'impression que là, on s'intéresse à un focus sur l'adolescent. Le jeune homme, il a 13 ans, le drame survient quand il a 13 ans. Mais il y a une antériorité. Il a été petit. Son père en parlait des traumatismes. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et moi, j'ai l'impression que si on prend les choses bien plus tôt, mais comme tu dis, les parents, on est embarqués dans nos propres histoires, nos propres galères, nos propres traumatismes, par exemple, nos burn-out au travail, j'ai trop travaillé, comment je fais pour... Mais si on arrive, c'est ce que je retiens de ce film, si on arrive à vraiment établir cette communication un peu plus tôt que le moment où ils nous échappent de toutes les façons, parce qu'ils vont aller dans la rue, c'est la rue qui va les éduquer, c'est le groupe qui va les éduquer, peut-être qu'il y a une chance, non ? Pour moi, c'est illusoire. Oui, c'est illusoire. Oui, c'est illusoire parce qu'en réalité, on est encore là dans le soi parfait. Oui. Tu sauras gérer, communiquer suffisamment, ou tu n'as pas réussi. Je crois qu'il faut être très humble par rapport à l'évolution des enfants. On a essayé effectivement souvent de faire en sorte de prévenir des situations, mais parfois c'est leur chemin de vie aussi. Il y a une forme de fatalisme. Pas de fatalisme, mais de se dire ils doivent passer par ces difficultés-là. Alors, ce n'est pas les mêmes que celles qu'on a connues, donc ça nous paraît quelque chose de totalement lui, ça va loin. Son chemin de vie là, ça l'emmène en tôle pendant un un nombre d'années incalculable. Oui, mais en réalité, quand on regarde un petit peu, on fait le retour en arrière. Il y avait des situations aussi très dures à mon époque, moi je m'en souviens. Ah non, mais je n'en disconviens pas. Ma question, c'est comment, en tant qu'adulte, et c'est ce qui est posé au père, hein, parce qu'en fait, le père, c'est exactement ce que tu dis. Les parents, le père Stephen Graham, il dit, voilà, qu'est-ce qu'on a raté, quoi. Oui, et non, mais il pose la question, non, on n'a pas raté. On n'a pas raté, mais parce que chacun a sa vie à vivre. Oui. Mais néanmoins, à la fin, il y a une réalité, c'est que ce garçon, on ne va pas spoiler, mais voilà. Et il est face à quelque chose d'extrêmement violent, qui est la vie, quoi. Ça renvoie à Frantz Fanon. Oui. Chaque génération doit découvrir sa mission. Oui, tout à fait. Ça renvoie à ça.
Je crois qu'il faut relire François Fanon aussi. On est à l'année de centenaire de sa naissance. Oui. Il faut relire. D'accord. Il y a des messages forts. Tout à fait. Je suis en train de m'embarrasser avec un appareil. Je dis à tout le monde d'éteindre le téléphone et le mien est allumé. Pourquoi, on ne sait pas. Jingle, mot de femme. Merci, mesdames. Donc, retour avec mes invités, donc Claude Ambroise, André Groumard, Les Pujards, Jacqueline Bruyant-Kerbel. Nous sommes en train de faire l'exégèse, explorer, artisane de la transformation. On ne va pas tout vous dire quand même, il faut aller acheter le livre. Oui. Il est dans les librairies, n'est-ce pas? Oui. Mais bon, comme à chaque page, il y a quelque chose d'extraordinaire, donc moi je vous interroge. Donc, c'est un livre donc, que vous avez écrit, on l'a dit, parce que vous avez suivi une formation leadership du vivant. Mais moi, j'ai une interrogation sur l'écriture du livre. Parce que écrire seul, c'est déjà compliqué. Écrire à 4 mains, c'est compliqué. Là, vous étiez 4. Oui. Comment vous avez fait? C'est pour cela qu'on a mis plus de 3 ans. Ah, 3 ans. On a mis le temps. Alors, c'était quoi le process? Comment ça s'est fait? Alors, ce ne sont pas des témoignages à coller, les uns après les autres. C'est vraiment un partage, une écriture partagée. On a posé sur la table nos idées, on les a partagées et on a écrit ensemble. Et qui c'est qui a pris la plume? Parce qu'il y a bien, pour le coup, il y a bien quelqu'un... Tout le monde a pris la plume. À tour de rôle. En fait, ce que je dis, c'est que l'écriture de ce livre a constitué pour nous une mise en exercice de ce qu'on avait appris. D'accord. Parce que ça nous a permis de travailler ensemble, d'apprendre à s'écouter attentivement pour bien comprendre ce que l'autre voulait dire et quelquefois aussi avoir des confrontations très difficiles. André, ça lui rappelle quelque chose. Mais oui, très très difficile. Et nous-mêmes de faire, parce quand on a commencé, on était en progression et on pouvait identifier quand dans nos réactions, on dit attention, tu n'as pas encore réglé ce problème. Tu as toujours ce problème. Ouais. Pas spécialement elle. Hein, non, mais je veux te poser la question, André, merci. Voilà, on avait toujours ça. Et puis, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'on pouvait échanger nos idées, avoir quelquefois des échanges. Ne pas être d'accord. Et puis, pour autant, ne pas partir fâché. Donc, on s'est dit, le dialogue, c'est important et on peut avoir un dialogue apaisé sur des sujets qui sont quelquefois difficiles. On n'avait peut-être pas des divergences sur la manière de présenter les choses. Et au final, on arrivait à trouver un consensus et à se dire, ok, on est d'accord là-dessus, et on partait là-dessus, et puis on partait pas fâché, on revenait pas en disant, je t'avais dit, ou voilà. Il y a eu des moments où on était fâchés quand même, André? Ah oui, on a eu des moments... Lesquels? Alors, je me rappelle, ce matin, quand j'en parlais, je me rappelle d'une séance où je voulais absolument introduire le terme de c'eût-été dans une phrase, parce que je trouvais que ça faisait bien. Oui. C'eût-été parfait de le mettre. C'eût-été parfait de l'intégrer. Alors, ça a fait... elles étaient toutes les trois, bien sûr, contre moi et tout. Mais ça s'est terminé en éclat de rire, quoi. L'écriture de ce livre, ça a été vraiment un moment vivifiant, parce que on a essayé plein de techniques, par exemple. On a décidé de partir, parce qu'on voulait en finir, partir à l'hôtel, passer une journée pour écrire en résidence d'écriture. Et on s'est retrouvés, on s'était préparé et tout, et puis on s'est retrouvés à manger et à boire pendant la journée, les 3 quarts du temps. Et puis, non, mais c'était vraiment, c'était pas très efficace, mais bon, on a quand même avancé. On a vraiment appliqué le cocorico. Ah oui, alors parce qu'on a beaucoup... la co-construction du livre. C'est pas Vive la France, c'est quoi, cocorico? C'est la co-construction, la coopération, et puis le rire. Et c'était surtout ça, on a beaucoup ri, quoi. On n'a pas hésité à se mettre en dérision, quoi, à se moquer l'une de l'autre, même si on pouvait, parce que André et moi, on a une vieille histoire, je dirais, qui date donc. Les 2 dames, ça les amusait de nous voir parfois avoir des échanges. Comme un vieux couple. Exactement, comme un vieux couple, à se taquiner, à se dire des choses. Et puis elle regardait, et puis après, ça se terminait on a arbitre, observatrice. Voilà, observatrice plutôt, pas d'arbitre. Et alors, comment vous avez fait pour embarquer vos équipes une fois que vous avez fini? Parce que vous avez fini quand? Quand est-ce que vous avez été certifié? 2018. On a fait la certification après le 2018? Oui, c'était non, 2018. C'était juste avant le Covid, 2018. Comment vous faites pour appliquer les préceptes et puis pour embarquer vos équipes dans cette nouvelle méthode? Parce que vous êtes transformé de l'intérieur
Nous l'avons fait en équipe de pairs d'abord, Oui. on l'a expérimenté entre nous, et après on l'a reproduit dans nos organisations. D'accord, et ça fonctionne? Eh bien, au départ, on a expliqué, il fallait expliquer d'abord Oui. la démarche, et après, effectivement, distribuer les rôles. Et petit à petit, c'est petit à petit que on arrive à faire forme adhérer des nos graines, équipes. oui. C'est pas imposer la démarche. Oui, bien C'est- sûr. Il faut chercher l'adhésion des équipes. Alors, il y a oui, pardon. il y a quelque chose qui fonctionne bien pour introduire la démarche, c'est la réunion vivifiante. La réunion vivifiante. Oui, avec la distribution des rôles, Oui. ça met vraiment en responsabilité et en responsabilité par rapport à un projet. C'est quoi la distribution Donne un des rôles? exemple. C'est quoi la distribution des rôles? Ben, quand on fait une réunion, on va dire chacun aura un rôle. Il y aura en général, c'est le manager, il va se mettre en position méta, une mission. En retrait. Pas forcément. Il va se mettre en observation haute. Oui. Comme ça, il va pouvoir repérer là où il faudrait peut-être on va dire redresser Ou des agir. choses, intervenir. Bon, on a le gardien du temps, je pense que c'est de plus en plus connu, la fonction de gardien du temps dans la réunion. Et puis, on a le méta-feedbacker qui va rappeler, on est là, parce que parfois, on fait des réunions, on se demande... Oui, ça sert à rien, c'est On se blablabla. demande qu'est-ce qu'on fait, des gens qui s'écoutent parler, qui se... ouais. En fait, Et, l'idée, c'est les réunions, il y a toujours un animateur, généralement le chef. Oui. L'idée, c'est qu'en fait, on va déléguer, le chef va déléguer par des missions toute cette animation et sera donc prise en charge et donc co-responsable. Donc, il y a effectivement ce qu'André a dit. Donc, le leader est veilleur, celui qui va redonner le sens à chaque fois. Oui. On s'égare. Voilà. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? C'est simple, mais... Le gardien du temps, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on fait souvent des réunions qui ne finissent pas, interminables. Le script qui est là et qui doit rappeler qu'il faut qu'on prenne des décisions. Il y a un to-do, après il y a la to-do list. Voilà, la to-do list. On part avec quelque chose de la réunion. Et puis le méta qui est là aussi pour dire comment on fonctionne ensemble. Parce que c'est vraiment la question du collectif. Donc, ne pas laisser de côté certains, ne pas les perdre en route. Donc, comment on les récupère dans les échanges pour pouvoir avancer ensemble. Mais juste parce que ce que j'ai retenu de cette méthode, et je pense que c'est au cœur de votre démarche, c'est cette démarche nous a permis de réaliser que l'objectif n'était pas de changer les autres, mais d'incarner nous-mêmes la transformation que nous souhaitions dans nos organisations. Mais ce faisant, vous invitez vos collaborateurs à se changer, se transformer. Et le plus compliqué, c'est de s'adapter au changement, c'est de changer. Donc, il peut y avoir des moments ou des situations où c'est plus ou moins simple, mais fondamentalement, une réunion par exemple, donc accepter d'adopter de nouvelles méthodes. Une réunion, ça se passe désormais comme ça, mais globalement, changer, c'est peut-être Claude a dit quelque chose tout à l'heure qui est important. En fait, nous, notre objectif, c'est de semer des petites graines. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas arriver à bouleverser nos organisations. À révolutionner. Voilà, parce qu'on est sur quelque chose qui date, parce que comme j'aime à dire, l'organisation administrative française, elle ne date pas d'aujourd'hui, et elle est basée sur un modèle hiérarchique, hiérarchisé. Quand on fait des formations en management au début, on nous apprend, il y a une posture pour le manager, voilà, le manager doit être comme ci, comme ça, c'est le sachant. Alors que dans la réalité, on constate de plus en plus que ça ne fonctionne pas. Et pour faire le lien avec la série L'adolescence, on se rend bien compte qu'il y a un décalage générationnel, là maintenant, au sein des organisations, où nous avons été formés, c'est-à-dire qu'on obéit, parce que ça reflète un peu, l'organisation reflète la société. Avant, nos parents nous disaient quelque chose, on ne demandait pas pourquoi. Alors que là, la nouvelle génération, il faut qu'il y ait du sens. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça. Et dans les organisations, c'est la même chose. Donc, si on se contente simplement de donner des ordres, sans qu'il y ait ce dialogue, ça ne marche plus. Et alors, c'est un leadership, c'est un management du vivant aussi. C'est ça, des leadership du vivant. Il y a une forme d'écologie. Ça veut dire quoi? C'est quoi la notion d'écologie dans le management? La notion d'écologie personnelle, moi je la traduis simplement prendre conscience de son environnement, son écosystème. Et souvent, on travaille, on réalise une tâche, c'est terminé, on passe à un autre sujet, un autre projet, et on ne prend pas conscience qu'on a autour de nous. Les transformations aussi que l'on amène. Et je prendrai un exemple. Avant, le management,
ne permettait pas de célébrer les réussites. Oui. On parlait toujours des difficultés, jamais ce qui fonctionnait bien. Aujourd'hui, avec la ligne de conduite du leadership du vivant, quand on a terminé un projet, on le partage avec l'ensemble de l'équipe. Oui. Tout le monde est concerné par la réussite. Oui. Et ça fait grandir aussi les gens. Ça fait grandir aussi l'équipe. Parce qu'elle se dit, je suis capable, je suis reconnue. Et souvent, les équipes souffrent de cette méreconnaissance. Oui, de ce manque de reconnaissance. Alors, page 45, vous le dites, le leadership du vivant, donc une pédagogie du devenir, c'est l'ouvrage de Daniel Darmounis, c'est cette personne qui vous a coaché, qui vous a enseigné. Donc, elle énonce 5 lois du vivant pour incarner dans les organisations. La première loi, tout est lien, tout est lien, tout évolue, tout est juste, voilà. Tout est juste. Alors, c'est un peu ce que tu disais d'ailleurs quand tu parlais finalement de cette relation, du fait qu'ils avaient, il me semble, tu as bien suivi le cours. Tout est polarité, tout est au commencement. Voilà, tout est au commencement. C'est quoi un bon coach? C'est quoi un bon coach du coup, là? Mesdames, un bon manager plutôt. C'est quoi un bon manager? Je dirais simplement que c'est quelqu'un qui est aligné, tête, cœur, tronc. Comme le disent souvent les Canadiens, c'est-à-dire la tête. On dit en créole, c'est l'esprit qui met corps, c'est ça. En fait, quelqu'un qui est aligné, quelqu'un qui n'a pas simplement des émotions, quelqu'un qui réfléchit, qui réagit et qui agit. Oui. Et avec justesse. Dans nos organisations martiniquaises, on a parlé du contexte culturel historique, il y a beaucoup d'émotions, le pathos est très présent. Le pathos, c'est « Ah oui, moi, elle passe, ah ouais, moi, elle méchant, et puis moi. » Alors qu'il y a comme l'histoire de service public, c'est effectivement, il y a une action à mener parce qu'un service à rendre, ça peut relever de quelque chose de plus rationnel que l'émotion. Et il faut apprendre à faire avec. Surtout ne pas oublier qu'on réagit d'abord avec le cœur en réalité. D'abord avec l'émotion. Donc on ne peut pas faire sans. Donc l'idée, c'est surtout d'accueillir ses fragilités et pour pouvoir ensuite travailler sur, comme elle disait, la partie un peu plus rationnelle. Oui, tout à fait. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, vraiment. André? Moi, ce que je rajouterais, c'est que dans cette conception du leadership, de la transformation du leadership du vivant, c'est la prise en considération de l'humain. Oui, voilà. L'humain au centre de l'organisation. Parce que le management traditionnel est focalisé sur un objectif à atteindre. Oui. Alors que le management de la transformation, puisqu'on cherche à agir sur soi-même pour se transformer soi, en sachant que c'est comme ça qu'on pourra transformer les liens interpersonnels au sein de l'équipe, etc., ça invite à plus se tourner sur mon équipe est composée de qui? D'êtres humains, mieux connaître et ce faisant, favoriser, quand on parlait tout à l'heure du co-coaching, si on parle on n'a pas peur de montrer ses vulnérabilités, ses failles, etc., on crée des liens de confiance, plus qu'on ne le pense. Et alors, donc, il faut qu'on parle de notre acteur de cette histoire, parce que tout ça est bien joli, artisane de la transformation. Il y a un moment où vous dites j'ai une vision, j'ai la vision, mais dans les organisations, madame, la personne qui a la vision, vos organisations, je regarde Claude, c'est le moment touchy. Oui, mais bon, on a une obligation de discrétion. Il y a les politiques. Alors, je finis ma phrase. Il y a les politiques. Le politique, est-ce qu'il est formé lui-même? Parce que c'est un manager, c'est un supra-manager. On parlait de méta, mais lui, il est méta du méta, parce que c'est lui, il a la légitimité du vote, du suffrage universel, malgré l'abstention, mais ok. Il a cette légitimité-là. Il veut dire, bon, l'administratif, il fait ce que je lui dis, il exécute. Ok? Et vous venez avec vos gros sabots, oui, le leadership du vivant et tout. De temps en temps, il est pris du syndrome d'hubris. Je sais tout, je vais tout faire. Un peu comme le manager d'ailleurs. Est-ce qu'il est formé? Comment il accueille le fait que vous lui disiez, écoutez monsieur, on va mettre l'humain au centre et vous avez un objectif, bon, il est faisable, il n'est pas faisable. C'est un acteur clé de votre système. Oui, c'est un acteur clé. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Non, mais toi, tu es à la retraite, allez. Moi, je suis à la retraite. Avant qu'elle commence, juste dire quand même que donc il y a eu plusieurs générations de formés, et donc parmi eux, il y a des élus. D'accord. Voilà, donc ce que je disais, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Oui. Alors peut-être que cette démarche-là n'est pas connue de tous, mais il y a une vraie prise de conscience d'une nécessité de faire autrement.
Je force un peu le trait, mais Moi, bon, c'est vrai qu'ils sont souvent comme ça. Même Ils sont des hommes et des femmes. Hein. Des hommes, oui, des hommes Avec et des leur femmes. force et leur faiblesse, tout simplement. Oui, et puis avec leur formation, leur accès à ces notions-là. Parce que ce que je retiens, et je vais te donner la parole, Jacqueline, parce que comme tu as senti que comme tu étais là, tu allais lâcher le truc. Elle m'a freinée. Tu avais dans la neige. Voilà, ce que je retiens, c'est que c'est quand même, vous avez été formés. C'est ça aussi qu'il faut qu'on se dise. Ce sont des techniques que vous avez apprises. Avant, vous ne les connaissiez pas. Avant de faire une formation de manager, que ça soit leadership du vivant ou quoi, avant vous êtes formé au management, vous n'aviez pas la technique. Vous parlez de l'écoute active, par exemple. Si vous n'avez pas appris la méthode de l'écoute active ou de la communication non violente, vous ne connaissez pas la méthode. Si personne ne vous en parle. Et ça, il faut avoir l'humilité. C'est pour ça que je parle des politiques, qu'ils aient l'humilité de dire, en fait, ça, je ne connais pas. Donc, je me repose sur les administratifs. Oui, Jacqueline. Oui, non, je disais je pense qu'il faut être positive parce que là, par exemple, pour l'ouvrage, j'ai déjà 2 élus qui m'ont demandé de l'acheter. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il y a quand même une prise de conscience aussi au niveau des élus que les choses doivent changer et qu'il y a des choses qu'on ne peut plus, un élu ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait il y a 20 ans. Il le voit bien, comme on disait, il y a la nouvelle génération qui arrive et qui bouscule un peu les codes. Dernièrement, le CNFPT avait organisé une soirée pour les relations élus-cadres où il y avait des élus qui sont des anciens cadres de la territoriale, double casquette. Et j'étais agréablement surprise, comme j'ai eu l'occasion de leur dire, d'entendre le discours et la manière dont ils concevaient la relation avec leurs collaborateurs. Donc j'ai dit, c'est bien, on sent qu'il y a quand même, la nouvelle génération a envie. C'est un binôme, en fait. Voilà, exactement. Alors ça, c'est important, le binôme, parce qu'on a appris des nouvelles techniques, des outils, mais si on n'a pas les élus en face pour nous permettre de les appliquer, on rame, et c'est difficile de faire bouger les choses. Alors, à ce stade de l'émission, il nous reste un peu moins de 6 minutes. Je dois vous poser une question. On va s'extraire de votre ouvrage. Il faut parler de nom. C'est comme ça qu'on finit l'émission. Un nom. Donc, Arlette Coney est déjà venue, mais il faut parler de nom. De qui alors André, j'ai rien fait, André. André me regarde avec vraiment des yeux comme ça. On te laisse réfléchir. Claude, est-ce que tu as un homme, tu veux le grand, quelqu'un de connu, de moins connu, quelqu'un de ton entourage? Il faut que ce soit moi qui commence. Vas-y. Je réfléchis 2 minutes. Arlette, alors, commence. Moi, j'ai envie de parler de Jacques Crisson. Jacques Crisson, c'est qui? C'est un de nos formateurs. Il fait partie de l'école de Daniel Darmounier, National Mosaïque. Et il a eu l'idée géniale de créer justement cette formation en Martinique, aux Antilles. Elle existait auparavant dans le monde entier, international, ça porte bien son nom. Et il s'est aperçu à Paris qu'il voyait très peu d'Antillais dans ces formations-là. Et il savait qu'on avait besoin de cette formation-là. Donc il a eu l'idée géniale de faire 2 formations d'abord. Jacques Crisson. Crisson, d'accord. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir? Oui, pas toutes de Jacques Crisson. Il y en a plusieurs, non? Alors, Claude, alors, on commence. Oui, pardon, Jacqueline, vas-y. Non, moi je vais parler d'un homme qui pour moi a beaucoup compté dans la fonction publique territoriale. Je voudrais parler d'Yves Mauvois. Yves Mauvois, qui a été le directeur général de la CACEM avant d'être qu'il était le directeur général du centre de gestion. Et je veux dire qu'il m'a beaucoup apporté parce que justement il m'a servi un peu de coach. Parce que il m'a poussé à faire des choses que peut-être que je n'aurais pas osé faire. C'est lui qui m'a poussé à passer le concours d'administrateur. Je voulais pas le faire. Il m'a dit dans son langage un peu cru, comme il a l'habitude de faire, m'en doit aller. Voilà. Et c'est pour montrer que justement cette relation, il y a des hommes qui peuvent, c'est pas, il y a pas toujours. Juste, ça me fait rebondir parce que vous avez eu à gérer, parce que ça peut être désincarné. On vous voit à la télé, ok, vous êtes des femmes engagées dans vos administrations, mais les administrations, vous vous transformez, mais les administrations se transforment aussi. Vous avez eu, pour certains, pas vous, mais le mix entre conseil général, conseil régional, c'est compliqué à mener pour les personnes, les managers, bien sûr pour l'organisation. Les EPCI qui vont vers de nouvelles responsabilités, l'assainissement, enfin des choses qui sont nouvelles avec des lois qui bougent, etc. Ce sont des choses qui génèrent peut-être du stress et puis vous êtes obligé de vous adapter. Donc Yves Mauvois, on retient, merci beaucoup. André, je pense que tu as eu le temps de réfléchir. Oui, j'ai réfléchi et je vais parler de mon ami Bernard Lagier, qui a d'ailleurs écrit la préface, non? Ma présentation sur... j'ai eu l'occasion J'ai eu une belle expérience de management, parce qu'on se connaît depuis le lycée, on s'est retrouvés après sur le plan professionnel. Et à cette époque-là, j'étais directrice de l'Agence locale pour l'emploi de Schellcher, et il faisait partie de mon équipe.
Et il organisait il était en charge de toute la partie spectacle avec la carrière qu'il a eue après à l'Atrium. Et c'est quelqu'un qui compte beaucoup, c'est un ami, un frère, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Alors on ne se voit pas très souvent, on ne se parle pas très souvent, mais quand on se voit, il me dit toujours quelque chose qui m'aide à avancer. Donc je voulais lui rendre cet hommage-là. Ouais. Claude? Alors moi, je dirais Stanley Sanford. Parce que quand j'ai commencé, donc c'est un ancien du CNFPT. Oui. Moi, à l'époque, je travaillais au Centre de gestion de la fonction publique. C'est l'organisme qui est juste à côté. Et je passais mon temps fourré dans son bureau. Parce que l'intérêt de ces deux structures, c'est que c'est un petit peu un observatoire de ce qui se passe dans les collectivités. Et donc, j'allais pousser mes coups de gueule dans son bureau en lui disant « mais c'est pas possible, il y a des choses à faire, il faut qu'on soit plus terrain, il faut accompagner, il faut… » Et on a mené ensemble des projets qu'on a déployés dans les mairies. Et voilà, c'est vraiment là qu'il répondait à toutes mes sollicitations, parce que j'étais aussi très curieuse, donc il me passait des bouquins. Et, voilà, donc ça m'a permis vraiment d'aller très rapidement, très loin dans une analyse de la situation et du contexte de nos organisations. Ok. Jingle, le mot de la femme. Voilà, 1 minute pour conclure. On a beaucoup parlé, on a parlé essentiellement avec mes invités, Claude Ambroise, André Groma, Arlette Pujard et Jacqueline Bruyant-Kerbel, toutes autrices de artisanes de la transformation au cœur de nos organisations, de nos territoires et ailleurs. On a parlé des collectivités, on a parlé de la fonction de manager, de la façon dont le manager se transforme avec de nouvelles notions que ces dames ont apprises. Le mot de la forme, ce serait quoi? On va commencer par André. Le mot de la fin, ce serait quoi? Pour finir, tu dirais quoi? Le mot. Mais je dirais en avant. Le mot de la forme, ce serait quoi, Arlette? Les petites filles qui ont des rêves deviennent des femmes avec une vision. Le mot de la forme, Claude, ce serait quoi? Alors moi, notre démarche est itérative. Oui. Donc, on n'apprend jamais d'apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. Et le mot de la forme, ce serait quoi, Jacqueline? Oser. Oser. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci, ça a été, merci vraiment. Merci. Ravie d'avoir échangé ces choses avec vous. Merci d'avoir été nos invités. Merci à David de l'autre côté dans la régie. Merci à vous de nous suivre. Donc, on vous a montré le livre. Vous nous retrouvez Zitata à l'émission Forme 20h10 et 23h30 le mardi et puis rediffusion et la chaîne YouTube donc Forme. Merci beaucoup, à bientôt avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye. Forme. 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 Forme.